BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, toujours un vrai plaisir sincèrement que de vous retrouver, de passer cette petite heure en votre compagnie. Votre rendez-vous tech du week-end, c'est De quoi je me mêle. Vous le savez, samedi, dimanche sur BFM Business, Radio Télé, et puis en exclusivité en podcast audio et sur YouTube dès le vendredi midi. Voilà, vous savez tout et merci de nous suivre. Avec un monstrueux club de la presse IT, on peut le dire aujourd'hui, puisqu'on va pendant une heure débriefer toute l'actu de cette semaine avec nos experts que je vous présente tout de suite. Et je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien évidemment, si vous voulez réagir à tout ça sur Twitter, entre autres. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et vous tous. Et pour parler actu, cette semaine, Anthony Morel est là. Comme d'habitude, vous le savez, fidèle au poste. Magnifique t-shirt, non pas Pac-Man, mais Pac Wars. Exactement. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont avec nous en audio, je vous le décris. Il est superbe. J'aime bien. Un mix de Star Wars et de Pac-Man. J'achète. Mais ouais, n'hésitez pas, s'il y a des auditeurs qui font des t-shirts personnalisés, parce que je sais qu'il y en a qui m'en envoient, donc n'hésitez pas, je les porte. Et celui-là, c'est un auditeur qui te l'a appris? Non, celui-ci, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert. Mais c'est vrai? Ouais, absolument. Mais c'est incroyable. T'as combien de t-shirts? Excuse-moi, Nico. J'en ai. Je trouve les t-shirts d'Anthony fascinants. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais je suis bien d'accord. On devrait faire une émission spéciale t-shirt. Spécial t-shirt. Ouais. Alors, je suis obligé d'en jeter régulièrement. Mais c'est super. Tu sais que je suis obligé d'en jeter régulièrement parce que ma copine m'engueule. Bah, c'est ça, parce que ça s'accumule. Je suis pas très en plus vêtements sinon, tu vois. Mais vraiment, la collection de t-shirts, c'est vrai qu'elle prend un peu de place. Ouais, bien sûr, mais ça fait partie de ton image maintenant. Absolument. C'est ça. Nicolas Lelouch est là. Salut François, salut Nico. salut Anthony. Ravi de te retrouver, évidemment. Également. La rédaction de Numérama qui est dignement représentée par Nico. On est très heureux de te retrouver comme à chaque fois pour bien faire un point sur toute l'actu. Alors, on va parler d'IA, on va parler aussi du MetaQuest 3. Alors, petite précision, on enregistre cette émission exceptionnellement mercredi matin. Donc, il y a pas mal d'annonces qui vont tomber entre-temps. Donc, tout ce qu'on dit est un peu au conditionnel et ne nous en voulez pas si on n'est pas, on va dire, vraiment au top de l'actu ou s'il nous manque des précisions, parce que voilà, on enregistre cette émission exceptionnellement un peu en avance. Mais pour débuter, donc l'IA, avec, et ça, c'est pas du conditionnel, c'est de la réalité, OpenAI qui a mis à jour ChatGPT, Anthony, avec un truc de fou, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la puissance de ChatGPT, mais avec le vocal et l'image aussi. Franchement, c'était les deux briques. ChatGPT maintenant entend, regarde. Ouais. On lui a donné il va nous sentir. Ouais, c'est ça, t'as raison. On arrive aux 5 sens. Non, mais c'est ça, et attends qu'il arrive à te toucher. Alors là, on sera encore à une autre étape, si tu veux. Mais là, on lui a donné des yeux et des oreilles, quoi. Concrètement, à ChatGPT, c'est la plus grosse mise à jour, je pense, depuis le début, depuis l'introduction de ChatGPT. Novembre, je pense que c'est vraiment le truc le plus clairement, important. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que là, pour moi, cette mise à jour, elle déverrouille le potentiel de l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était déjà incroyable, très très clairement, et ça a permis de démocratiser auprès du monde entier ce que pouvait faire l'intelligence artificielle. On s'est tous amusés à rédiger des prompts, à lui demander de nous écrire un épisode de notre série préférée ou écrire une dissertation à notre place, etc., ou des articles pour certains, pourquoi pas. Mais là, on arrive avec des cas d'usage absolument dingues où on va pouvoir intégrer des briques d'intelligence artificielle dans tout ce qu'on fait à partir de notre smartphone. C'est-à-dire que je vais pouvoir lui parler tout simplement, comme je serais en train de parler à un être humain. On a parlé la semaine dernière d'Alexa et d'Amazon qui faisaient un petit peu la même chose. Ouais. Donc on va pouvoir lui poser des questions en langage naturel. On va pouvoir lui montrer des choses. C'est déjà ça avec l'appli ChatGPT sur iPhone, parce qu'en fait, il suffit que tu lances Siri. Ouais, c'est vrai. Et tu... En fait, voilà. C'était déjà possible de lui parler. Ils avaient eux-mêmes mis un module. Mais ça marche. Sauf que là, ça sera en natif. Ce sera en natif, et surtout, tu as la combinaison avec les yeux. C'est-à-dire que concrètement, tu pourrais... Alors, c'est une des démos qui faisait... Tu lui montres les nuages avec ton smartphone et tu lui dis est-ce qu'il va pleuvoir, et en gros il va te faire l'analyse. Ah bah oui, ça c'est des cumulonimbus, alors oui, il va te géolocaliser, il va pleuvoir ici dans un quart d'heure. J'adore l'exemple poétique d'Anthony, parce que moi hier dans Tech & Co j'en ai donné un autre, c'était le frigo. Le frigo, ouais. Mais oui. Je sais pas si moi j'aurais donné l'exemple du bricolage. On a un truc cassé, on demande comment je peux réparer ça, et il va dire il te faut tel outil, c'est ça. Et tu rentres le soir par exemple, tu sais pas quoi
faire à bouffer, tu ouvres ton frigo, tu prends une photo de ton frigo ouvert, il va scanner tout ce qu'il y a dedans, il va dire tu peux te faire un chicken machin avec tac tac, ouvre-moi le placard, tu lui ouvres le placard, il va regarder ce qu'il y a dans le placard et te dire c'est génial. Les éléments de recette en fait. Pour le bricolage, moi c'est pareil, ça m'a parlé parce que je sais rien faire de mes 10 doigts et tu vois, genre, il te montrait le vélo aussi où tu as un problème avec ton vélo, tu sais pas ce qu'il y a, tu montres le vélo à ton smartphone, ChatGPT va te dire là, clairement tu as déraillé et voilà ce qu'il faut faire, et si tu es trop nul, il va te montrer un petit tuto vidéo. Enfin, c'est fou en fait. Là, c'est vraiment, là tu as un assistant personnel pour absolument tout, tu as une sorte de concierge dans ta poche qui peut t'aider pour tout. Et tu oublies aussi maintenant qu'il peut répondre avec la voix. Et je trouve que ça aussi, ça ajoute une part d'identité au service qui jusqu'à maintenant débitait du texte à une vitesse assez folle. Là maintenant, ça va parler à un rythme humain, ça peut interagir, créer des conversations. Et je trouve que, en fait, on l'a vu avec Alexa la semaine dernière, on sait qu'il y a des rumeurs sur Siri pour l'année prochaine, Google Bard, Google Assistant qui commence à se ressembler avec ce type de fonction. On est en train de voir une transformation de ces modèles de langage qui étaient des logiciels un petit peu expérimentaux à base de prompts textuels vers justement les assistants vocaux du futur. Ce qui est logique finalement. Qui a envie de garder Google Assistant ou Siri à partir du moment où on peut avoir ChatGPT qui fait la même chose avec un accès à des connaissances quasi illimitées. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ChatGPT concrétiser ça lui-même. On pouvait imaginer que ChatGPT intégrerait sa technologie aux autres, mais non, lui aussi entreprend de devenir l'assistant vocal de nos smartphones, de nos ordinateurs. Et je trouve ça très cool. Ouais, et alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne une immense claque à Google qui travaille sur Google Lens depuis des années. Enfin, là, on a l'impression que toutes les briques que Google a mis en place depuis toutes ces années, mais qui sont un peu déstructurées, et ben là, ChatGPT arrive et met tout dans une ergonomie qui fait que ça y est quoi. T'as dit ils peuvent faire la même chose avec Google Lens. Ils le font déjà en partie. Google Bard intègre déjà Google Lens. La réalité par contre, c'est que c'est pas bon. Et quand on met une photo à Google Bard, moi il m'a fait ça récemment, je lui demandais décris-moi cette photo en mettant en photo quelqu'un devant un restaurant avec une glace dans la main. Et il commence super bien, alors, le restaurant s'appelle machin, il y a une glace, et après il raconte la personne est habillée de telle manière, elle revient d'un magasin où elle est allée acheter des chaussures, tout ça c'est faux, c'est une invention totale. Et ah oui d'accord, il fabule en fait. Il est capable de reconnaître parfaitement grâce à la technologie de Lens, mais il invente une histoire à partir de l'image qu'il voit. Et ça c'est parce que Google a absolument mal mis ses briques logicielles c'est Google mytho. C'est ça. Google Bard est un immense mytho. Sur à peu près tout, il est capable d'inventer des choses. Et c'est incroyable. Google avait de l'avance sur la reconnaissance d'image. Moi, maintenant, la seule question, parce que ChatGPT a annoncé que ça serait dispo dans les 2 semaines pour les utilisateurs payants de ChatGPT. Ma question, c'est est-ce que ça sera bon, la reconnaissance de photos? Parce qu'on savait que GPT-4 était capable de gérer, de reconnaître des images, mais ce n'était pas déployé pour le grand public. C'était uniquement dans les API pour les développeurs qui voulaient en faire quelque chose. Est-ce que si je prends en photo justement la fameuse glace de la dernière fois, est-ce qu'il va être factuel et analyser les parfums possibles de la glace, ou est-ce qu'il va aller imaginer ce que j'ai fait avant d'aller acheter la glace? Et c'est là tout l'enjeu. Il faut voir ce que va donner ChatGPT maintenant qu'il peut reconnaître les images. Mais dans tous les cas, rien que le fait de pouvoir lui parler, je trouve que c'est une belle avancée. Technologiquement, c'est complètement dingue. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la bataille tellurique là, entre ces géants d'Internet qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'on a vu cette semaine aussi que Amazon avait investi, je crois que c'est 4 milliards de dollars dans Anthropic, qui est le concurrent de ChatGPT. Dédié à l'IA. Voilà, 4 milliards de dollars, c'est quand même massif. Enfin, c'est jusqu'à 4. Hein, oui, jusqu'à 4. Non, parce qu'en fait, ils commencent par une tranche d'1 milliard, et puis après, ils verront ce qui se passe. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a une bataille de milliards qui est en train de se jouer. OpenAI, il y a une nouvelle valorisation qui est sortie. Je ne sais pas si vous avez vu ça, parce qu'ils sont en train entre 80 et 90 milliards. 80 à 90 milliards de dollars. C'est les grands gagnants de l'année. Ah ouais, alors là... mais tu te rends compte 80-90 milliards, enfin, faut se rendre... C'est en gros, ça en fait la plus grosse start-up du monde, quoi. Enfin, si tu comptes SpaceX comme une start-up, parce que ça fait un moment que c'est une licorne. C'est Microsoft qui se frotte les mains, là. C'est dingue. Ah bah ouais, eux, ils ont investi 10 milliards. Mais je crois qu'ils font x3, en fait. Ils font x3, exactement. C'est fou. Et ça va continuer, parce que cette technologie va être partout. On est passé de quelque chose dont on ne savait pas encore trop quoi faire, mais qui était impressionnant, à une solution qui est sur le point d'être intégrée à tous nos systèmes d'exploitation, à toutes nos applications. Je ne parle pas forcément de ChatGPT, je parle des modèles de langage et de ce nouveau type d'intelligence artificielle. Ça va être partout. Et OpenAI est hyper bien positionné aujourd'hui pour être l'entreprise au cœur de toute notre vie numérique. Après, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, toutes ces
on va dire, fonctions sont payantes malgré tout. Hein. Ça ne sera pas sur la version gratuite de ChatGPT. Il faut être à ChatGPT 4. Et à partir du moment où tu payes ton abonnement de $20 par mois, tu as accès à tous ces services. Il faut bien monétiser tout ça, hein, c'est normal. En plus, il faut... Mais ça va être intéressant de voir si ça pousse les gens à payer pour bénéficier de ces services. Absolument. Est-ce que nous, au quotidien, on aurait besoin de ça? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser $20 pour avoir tous ces services? C'est vraiment à rebours de tous les modèles qui ont fait Internet et les moteurs de recherche notamment, qui étaient des modèles gratuits, qui misaient sur la masse d'utilisateurs couplés à des annonces et des liens sponsorisés. Là, le pari que fait OpenAI, c'est effectivement d'avoir du premium, une version payante, et qui est sur les milliards d'utilisateurs potentiels, un petit pourcentage qui accepte de payer un abonnement de plusieurs dizaines de dollars par mois. On va voir comment Google va suivre aussi de ce côté-là, parce que eux, pour le coup, ils sont pas du tout sur ce modèle pour l'instant. Hein, Bard, c'est gratuit, donc on va voir si ça le reste. Et personne l'est. Dans l'hypothèse où l'année prochaine, Siri intègre un modèle de langage ou Alexa intègre un modèle de langage, on peut difficilement imaginer ChatGPT, bien que supérieur aujourd'hui, continuer de dire que leur assistant vocal à eux est à $20. Donc ce modèle-là me semble plus un modèle de financement qu'un modèle final. À quoi ça ressemblera leur monétisation à la fin, j'en sais rien. Je ne sais pas quelle place ils vont prendre dans la société. Ils peuvent te mettre des liens sponsorisés à côté des prompts. Quand tu fais un prompt, tu vois, de la même manière que tu as des liens sponsorisés. En fait, la question, c'est est-ce qu'ils veulent vraiment être le produit grand public? Et moi, je pensais au début qu'ils ne le seraient pas. D'ailleurs, ça s'appelle ChatGPT. Ce n'est pas vraiment un nom très grand public. Mais plus on les voit faire évoluer l'application, avancer, plus on a l'impression que OpenAI entreprend d'être un équivalent de Google pour les gens. Ce qui n'était pas le cas au début. Je pense que le projet initial était de développer les modèles de langage, de les commercialiser et de se faire de l'argent comme ça. Mais là, ils voient qu'ils ont désormais l'image de marque suffisante pour devenir un géant de la tech. Donc c'est compliqué pour eux de se positionner dans cet écosystème-là. Et pendant ce temps-là, Microsoft déploie, on va dire, cette intelligence artificielle partout. Là aussi, on est pile poil dans l'actu, puisque depuis quelques heures maintenant, on peut télécharger une mise à jour de Windows 11 qui intègre, et c'est ça qui est intéressant, vraiment au cœur du système d'exploitation, l'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Il y en aura un deuxième en novembre. Absolument. C'est là encore, leur investissement dans OpenAI paye, mais alors de toutes les façons possibles. Il paye parce que l'entreprise a vu sa valorisation être multipliée par 3 en l'espace de quelques mois, mais ça paye aussi parce que... La part à cap de Microsoft. Mais là, ils ont eu la vista. Ils ont été bons là-dessus. Là, Satya Nadella, et tu vois... ils sont en passe de signer leur deal avec Activision, en plus. Franchement, 2023... Grosse année. Ça sera une grosse année pour Microsoft. Mais là, c'est un truc de fou parce qu'effectivement, c'est du ChatGPT, c'est du ChatGPT qui est intégré. Donc, cet outil qui s'appelle Copilot chez Microsoft, qui est en fait un petit bouton à tout faire. C'est un peu, vous vous souvenez de Clippy, le petit trombone. Pour moi, c'est Clippy, mais nouvelle version. Tu vois, Clippy, toi, Nico? Bien sûr, j'adorais Clippy. C'est génial. Quand j'étais plus petit, j'ouvrais Office juste pour jouer avec Clippy. J'avais rien à écrire, mais je cliquais dessus. Ce trombone avec les yeux, c'est trop chou. Quand il disparaissait, j'étais dégoûté. Je savais pas comment le faire revenir. Ils ont fini par tuer Clippy, mais Clippy revient par la fenêtre. Alors c'est pas du tout la même chose. Alors là, je l'aurais appelé Clippy d'ailleurs. Mais exactement, mais moi aussi. Évidemment. Exactement, ils auraient dû faire ça. Mais ça va être un peu ça. Tu as tout à fait raison. Dans le sens où ce copilote, alors dans Windows, on parlera après des logiciels parce qu'il va avoir une autre utilité, mais dans Windows, tu pourras en fait t'en servir comme d'un assistant pour t'aider à faire plein de choses. Si tu veux, je sais pas, baisser la luminosité pour te mettre en mode focus pour bosser, plutôt que d'aller chercher, farfouiller dans les paramètres comme c'est le cas aujourd'hui, tu auras juste à lui écrire un prompt ou lui demander même à haute voix, dis baisse un peu la luminosité et en fait il comprendra ce que tu veux faire. Et en fait c'est des petites choses comme ça. On est vraiment dans la logique, dans tout ce qu'on a raconté depuis le début, de simplifier notre rapport à la machine. C'est faire en sorte l'ergonomie, révolutionner l'ergonomie. L'expérience utilisateur, il faut que ce soit ultra simple. Il faut plus que tu aies besoin d'aller chercher dans des menus, cliquer sur des trucs, taper du texte. Il faut que tu penses à un truc, tu veux quelque chose, tu le dis. Et la machine s'exécute. Et ça se passe. Ça me fait un peu penser, on va dire, à l'amélioration de l'ergonomie d'Apple Watch avec le double tap. C'est autre chose, mais mine de rien, c'est vraiment des trucs qui apportent une vraie valeur ajoutée en termes d'ergonomie, et c'est plutôt cool. Bon, cette mise à jour Windows Copilot, alors moi je suis sur Windows 11, pour tout vous dire, j'essaie de refresh. Mais je crois qu'elle se fait progressivement. Voilà, pour l'instant, j'y ai pas accès, il me tarde d'y avoir accès pour voir ce que ça donne. C'est intéressant. C'est cool. Pour le coup, ils bossent avec OpenAI, donc on sait que c'est pas du Google Bard qui répond à côté. Non, tu auras la puissance de ChatGPT dans Microsoft. Et je trouve,
c'est une petite parenthèse, hein, mais c'est une belle revanche quand on voit Cortana qui a complètement échoué sur la partie assistant vocal. Mais Cortana était stupide. Cortana était complètement stupide. Et là, Microsoft, finalement, à travers ce partenariat, ils sont en train de rattraper complètement le retard qu'ils ont pris sur le côté assistant vocaux et ils vont mettre une belle distance à tout le monde. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai qu'ils essaient de pousser Bing, leur moteur de recherche, et leur navigateur Edge. Là, c'est à mon avis un peu plus compliqué parce que mine de rien, voilà, on a des habitudes. Les habitudes sont les habitudes. Les habitudes avec Chrome qui sont compliquées à remettre en question en quelque sorte. C'est clair. Ouais, bien sûr. Anthony, Nicolas, dans l'actu aussi, on a terminé. Ah non, deuxième partie, le deuxième étage de la fusée de Microsoft. Deuxième étage, exactement. Parce que celui-ci est vraiment intéressant. C'est l'intégration de Copilot en fait dans tous les logiciels de bureautique de Microsoft, dans la suite Office 365. Ça sera dans un second temps en novembre, je crois. Absolument. Donc tu auras du GPT dans Word, dans Excel, dans Outlook, dans PowerPoint. Tu pourras t'en servir pour lui demander fais-moi une proposition, je dois faire une présentation pour mon entreprise, il va te faire 10 slides alors que tu lui auras donné 2 ou 3 points et puis tu pourras choisir ce que tu veux pas, te proposer des réponses à des chaînes de mails. Enfin voilà, on peut imaginer Excel de te faire de l'analyse de données de différents tableaux Excel, enfin plein de choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, là, on parlait de modèle économique, c'est que ce sera payant. Et que ce sera payant assez cher. C'est de l'ordre de $30 par mois, c'est-à-dire plus cher que l'abonnement 365 lui-même, en fait. Ouais. Puisque tu as des abonnements Office à moins de 10 €. Alors, ça dépend de la formule que tu choisis. Il y a toujours des packs pour avoir un an à 40, toujours des promos. Toujours des promos. Donc, c'est dire quand même la valeur qu'ils perçoivent, enfin qu'ils pensent ajouter avec l'intelligence artificielle, puisque ça permet de multiplier par 2 ou par 3 le prix auquel ils vont commercialiser leur suite logicielle. C'est quand même pas rien, tu vois. Il n'y a rien d'autre qui aurait pu leur permettre de doubler leur prix. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont en vendre à 30 € par mois? Parce qu'effectivement, 30 € par poste de travail, alors même s'ils arrivent un peu à négocier les prix, c'est énorme en fait pour les entreprises. De productivité. Enfin, je pense que les entreprises vont faire leurs calculs, mais si tu as un gain de productivité, si le truc te permet de faire des résumés automatiques de réunions quand tu sors d'une visio, d'écrire des mails à ta place et de faire des présentations PowerPoint en 2 secondes là où il te fallait 3 heures, je pense qu'il y a des entreprises qui vont faire le calcul et qui vont se dire ouais, ça peut valoir le coup en fait. Et c'est qu'un début, j'imagine qu'il y a aussi une limite volontaire pour limiter le nombre d'utilisateurs et que petit à petit les prix vont baisser, il y aura des promos, il y aura des services gratuits, des services payants, mais c'est vrai que c'est une révolution pour les logiciels de bureautique. J'ai discuté, moi, non pas avec Microsoft, mais avec Adobe, qui me racontait que cette montée de l'intelligence artificielle générative, elle est en train, pour la première fois, de faire de Photoshop un logiciel conçu pour tout le monde. Photoshop, ça a toujours été un logiciel qu'on ne pouvait pas maîtriser sans regarder des tutos sur Internet, aller acheter des livres. Je m'en sors pas trop mal dans Photoshop, mais je dois maîtriser 5 ou 6% des fonctions. Et là, ce que dit Adobe, comme Word et Excel d'ailleurs. Comme Excel. Excel particulièrement. Là, on arrive dans une nouvelle ère où désormais un utilisateur débutant pourra utiliser Photoshop pour complètement fabriquer une image de A à Z. Et alors qu'avant, il fallait une expertise, il fallait des mois de formation. Et pour eux, ça change tout parce que ça redéfinit le modèle économique et ça leur permettra potentiellement de toucher des clients qui étaient absolument inaccessibles avant. Clair. Et je pense que Microsoft voit la même chose. La question que je me pose derrière, c'est est-ce que les futures générations sauront faire des choses avec un ordinateur d'eux-mêmes ou est-ce que tout sera... Il y a, de la même manière que, à une époque, il fallait absolument bidouiller. Il y a encore plus longtemps, si on ne maîtrisait pas l'électronique, on ne pouvait pas utiliser un ordinateur parce qu'il fallait quand même savoir le démonter, savoir faire des choses. Petit à petit, on va de plus en plus dans un environnement où il y a les gens qui fabriquent et les gens qui utilisent et absolument plus aucun point. C'est intéressant ce que tu dis, mais petit aparté, c'est vrai que j'ai vu une série télé il n'y a pas longtemps. Alors, je me souviens plus du nom de la série, mais ça se passait dans les années 80. Et c'était un journaliste, en fait, qui allait tous les matins à son bureau et pour se documenter, il n'y avait pas Internet à l'époque. Il demandait à la documentaliste d'aller dans une immense bibliothèque qui était au sous-sol de la rédac pour aller récupérer des informations, tu vois. Et de la même manière, c'est l'analogie. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. À l'époque, le métier de journaliste, c'était un truc de dingue. Les enquêtes, c'était des vraies enquêtes, quoi. Les gars, ils partaient, il n'y avait pas Internet, tu vois, donc tu n'avais aucune information. Bien sûr. Et là, maintenant, Internet a tout bouleversé pour notre métier. Et de la même manière, tu as raison, les nouvelles générations vont
appréhender le travail d'une manière totalement différente. C'est clair, non mais j'en suis convaincu. C'est aussi pour ça que quand on dit les digital natives, ils baignent dans le numérique et tout ça, en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils savent se servir, je caricature volontairement, mais ils savent se servir d'Instagram ou TikTok, mais ça ne veut pas dire que tu sais comment fonctionne. Non. C'est ça, tu n'as aucune connaissance intrinsèque de la façon... cette partie du fonctionnement, exactement. Des couches logicielles, d'installation. Je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. Moi, j'ai grandi à une époque où ça commençait à être les ordinateurs grand public, donc c'était déjà assez facile d'accès, mais je voyais mes grands cousins à leur époque qui, même pour allumer l'ordinateur, fallait que tu tapes des lignes de code et tout ça, ça paraissait hyper compliqué, tu vois, et en même temps c'était super excitant. Et aujourd'hui, on est à l'inverse de ça, probablement pour le bien du plus grand nombre, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'accès, mais c'est vrai que en fait, ça crée une distance entre toi et la machine, parce qu'en fait, le truc tombe en panne, ou il y a un truc qui se met à bugger, tu sais absolument rien faire, quoi. Je sais pas du tout comment. Mais c'est intéressant parce que tu parlais des digital natives qui manipulent TikTok, Snapchat, etc., mais qui, pour certains, il y a eu une étude qui était fascinante mais inquiétante. C'est tous ces jeunes qui se servent de leur smartphone pour se divertir. Tu les mets devant un PC avec plein d'outils de productivité, ils sont largués, quoi. Parce que voilà, c'est autre chose. Logique, ouais. En fait, ça n'a rien à voir. C'est une autre utilité, et tout ça est passionnant. Ouais, c'est des vraies transformations. Bon. Est-ce que vous êtes prêt à donner $30 par mois donc, pour avoir l'intelligence dans Office? On verra. On verra ce que ça donne. Tiens, puisqu'on est dans l'IA, on peut y rester avec, là encore, quelque chose de concret qui va révolutionner peut-être notre manière d'écouter et d'apprécier les podcasts, Anthony. Puisque Spotify a annoncé un truc de dingue. On va pouvoir écouter encore plus de podcasts et la barrière de la langue va disparaître. Va être abolie complètement. En gros, on pourra écouter De quoi je me mêle dans toutes les langues, en allemand si tu as envie, ou en polonais, ou en coréen, voilà, pour s'il y a des gens à Séoul qui veulent nous écouter, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'en gros, alors pour l'instant, on ne pourra pas le faire avec De quoi je me mêle en réalité, parce qu'ils l'ont annoncé sur une sélection de podcasts, des gros podcasts américains, mais en gros, en utilisant là encore l'intelligence artificielle, eh bien, on va pouvoir doubler, cloner la voix des podcasteurs, la doubler et la traduire quasiment en temps réel, et donc avoir un podcast en appuyant sur un bouton dans n'importe quelle langue potentiellement. On parlait la semaine dernière de HeyGen, cette application devenue virale qui permet de doubler n'importe quelle vidéo, et c'est vrai que c'est incroyable. Tu m'en as fait encore une cette semaine qui était hyper sympa, de Estelle Denis, en mandarin, qui parle en chinois. Elle a halluciné, elle a adoré. Mais c'est incroyable la qualité du truc. C'est fou. Et donc là, en gros, t'as testé et donc là, on a un petit peu le même genre de technologie, mais qui va être intégré dans Spotify. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne, et effectivement, ça va ouvrir là encore un champ des possibles absolument incroyable, puisque tu vas pouvoir avoir accès potentiellement aux podcasts du monde entier dans toutes les langues. Moi, je connais pas, j'imagine qu'il y a plein de podcasts en chinois qui sont absolument passionnants, mais auxquels j'ai pas accès. Et demain, on y aura accès dans la langue. Avec le timbre de voix de l'auteur. C'est ça qui est fou. Moi, c'est la révolution technologique, pour moi, elle est dans le fait de conserver la voix. C'est que l'art du doublage a toujours consisté... Il y a toujours eu le débat entre les puristes de la VO et de la VF sur le fait que je veux entendre la voix de l'auteur, j'ai pas envie... la voix de l'acteur, j'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui parle par-dessus, c'est pas les mêmes expressions, c'est pas le même ton. Là, en fait, tout ça, ça disparaît. À partir du moment où on est capable d'imiter une voix, de la traduire, de récupérer les mêmes intonations, les mêmes tons, les mêmes expressions... on est sur une révolution non pas des podcasts mais du doublage en général. Et certes, on sort d'une grève des scénaristes aux États-Unis où ça a été quand même un sacré chaos et l'IA leur fait peur. Donc j'imagine que ce sujet ne va pas être sur la table immédiatement. Bon, ça a été réglé. Visiblement, ils reprennent le travail là dans quelques jours. Ils reprennent, mais je pense pas qu'on va dire la semaine prochaine regardez, Netflix, on a inventé une nouvelle solution. Tous nos films en anglais, ils passent en français direct. Je pense que les studios de cinéma vont être un petit peu lents là-dessus parce qu'ils ont intérêt à pas brusquer tout le monde. Mais à terme, je vois pas comment on ne peut pas aller vers cette révolution justement de la langue avec des contenus qui ne seront pas sous-titrés mais qui pourront être traduits automatiquement par une intelligence artificielle en conservant la voix. Et c'est absolument dingue. Avec la synchronisation labiale, avec la synchronisation de la bouche. Imaginez regarder un film avec Leonardo DiCaprio, vous le regardez, il parle en français, c'est sa voix, et c'est la synchronisation de ses lèvres. T'imagines les mecs qui sont en école de doublage en ce moment là? Non, mais c'est clair que c'est chaud. Hein. Et pourtant, j'adore le métier du doublage, je suis passionné, je regarde des émissions, l'émission de Donald Renew qui parle justement des coulisses du doublage français. Je trouve qu'elle est géniale et c'est hyper intéressant. Mais d'un autre côté, je ne vois pas comment l'évolution technologique peut pas passer par là. Oui, parce que là, c'est un game changer, comme on dit. Ça change tout. C'est mieux que ce qui se fait aujourd'hui, en fait. Exactement. Je pense qu'après les podcasts, ça sera YouTube.
YouTube déjà commence. Annoncé d'ailleurs, je crois. Ils ont annoncé la trad en temps réel. Depuis peu, ils proposent du multilangue. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on a la possibilité de voir une vidéo de Marcus Brownlee, de MrBeast, donc les gros youtubeurs américains. S'ils ont mis une piste française, on peut avoir une piste française sur la même vidéo. C'est de la traduction version française. C'est de la traduction c'est un doublage par un être humain. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est quelqu'un qui l'a fait. Si demain, ça, on l'automatise avec la possibilité de mettre la même voix dessus automatiquement, c'est vraiment. Mais c'est même pas si demain. C'est demain. Ça va arriver demain. C'est obligé. La technologie existe. Il y a la question de l'opposition des métiers du doublage qui va forcément poser problème. Mais ça, on va avancer à reculons là-dessus. C'est un tsunami. Comme je dis toujours, on n'arrête pas la marée avec une serpillière. Et là, c'est clair. Enfin, tu pourrais y mettre tout. Enfin, je veux dire, quand les trains sont arrivés, les conducteurs de calèche, ils n'étaient pas contents, mais il y a un moment, tu vois, peux rien faire. Tu peux rien faire. Voilà, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Juste, il nous reste 1 minute pour, enfin, même un petit peu plus. On n'est pas aux pièces, mais puisqu'on parle de Spotify, donc. Où en est Spotify en termes d'innovation? Parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, Apple Music, Amazon, etc., sont tous passés au Dolby Atmos, à la qualité sonore iRes pour avoir le sur Apple. Je regardais à la fois l'album de Michael Jackson Thriller est en qualité master, c'est-à-dire qu'en fait, on te balance en streaming la qualité qui sort en fait du studio d'enregistrement. C'est incroyable. Bon, t'écoutes ça avec des AirPods, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que le lossless, c'est quand même à tempérer. On est d'accord. Mais malgré tout, c'est intéressant, c'est un plus, tu vois. C'est clair. Et Spotify est toujours à la traîne là-dessus. Oui. Alors, ils ont été hyper innovant, c'était le premier service de streaming avec Deezer à complètement disrupter ce marché-là, et c'est les derniers à innover là. Visiblement, ils veulent s'y mettre quand même apparemment. Oui, ils vont s'y mettre. Ce qui est marrant, c'est que ça fait 2 ans qu'on nous dit ça. Ça fait 2 ans qu'on nous dit qu'ils doivent s'y mettre. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'ils étaient prêts il y a 2 ans, qu'ils avaient leur nouvelle offre, formule payante, plus chère, pour justement. Enfin, faut pas oublier que Spotify, la majorité de leurs revenus, c'est la musique. Apple, la majorité de ses revenus, c'est pas la musique. Donc Apple n'en a rien à faire qu'un truc se vendre à perte. L'idée, c'est de pouvoir justement étouffer la concurrence. Spotify, ça a dû leur faire du mal, cette histoire d'Apple en lossless et compagnie. Donc pour eux, je pense qu'ils vont arriver. Il y a des rumeurs d'une nouvelle offre à $20 par mois qui intégrerait le lossless et qui, à mon avis, ne va pas se contenter du lossless, qui va ajouter des fonctions. Ouais, mais $20, Nico, c'est le double du prix d'aujourd'hui. C'est une offre ultra premium à la manière d'un Cobuzz, en fait. Ils vont pas justement adresser le marché de la même manière qu'Apple ou Amazon. Ça marchera jamais. Ils ont quand même, on dit qu'ils innovent pas. Moi, j'aimerais bien voir Apple Music, Apple Podcast, travailler sur l'IA avec une sorte. Il y a le DJ là, qui permet de parler, dire allez, on va écouter ça dans un instant, qui est complètement basé sur ChatGPT, que Spotify propose en exclusivité. Ils ont justement plein d'options de recommandation grâce à l'IA. Ils vont avoir maintenant cette traduction des podcasts. Je trouve que Spotify, quand même. Est une vraie boîte tech dans son approche de l'audio. Le core business de la musique, ils sont fait larguer. Tu t'abonnes à Spotify ou un service de musique pour avoir la musique que tu veux instantanément avec une bonne qualité. Mais eux mis sur le fait que demain tu t'abonneras peut-être, pardon Anthony, tu t'abonneras peut-être à Spotify pour avoir justement sur Radio Host qui le matin te réveille. Hey, comment ça, t'as bien dormi? On va écouter ce que t'aimes bien aujourd'hui. On va mettre un peu de radio. Allez, je te mets un bout du podcast, tout ça. Eux, ils espèrent justement devenir une boîte tech à travers l'audio. Pourquoi pas finalement? C'est un peu hasardeux. Mais c'est un peu hasardeux. Sachant que tout ça, c'est complètement hypothétique, puisque c'est pas des annonces officielles de Spotify, c'est des. Le $20. Le DJ, ça existe. Non, le DJ, oui, bien sûr. Non, je parlais de la qualité audio, etc. Ça, c'est des internautes qui sont allés chercher dans le code source, etc. Donc c'est vraiment pour l'instant encore. On sait qu'ils travaillent dessus, mais ça n'a pas été annoncé officiellement. Après, effectivement, moi, je suis assez d'accord sur le fait que je serais prêt à payer un petit peu plus cher si, en plus de la qualité sonore améliorée, il y avait effectivement les fonctionnalités podcast dans toutes les langues. Tu vois, si on me donne il faut qu'on me donne de la valeur. Il faut qu'on me donne $20. $20, ça me paraît un peu. Si $20 c'est un compte famille, parce que j'imagine que ça sera un compte famille. En tout cas, j'espère. C'est même pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Si c'est un compte famille, c'est pas délirant parce qu'on est sur du 17-18 € chez les concurrents. Non, mais d'accord. Si c'est un compte solo, oui, c'est le double. C'est le double, attends. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Surtout quand tu vois la concurrence qui propose à 10,99 quasi pareil, tu vois. Donc, absolument. Enfin, bref, c'est intéressant voilà, il ne faut pas oublier que Spotify est sans doute l'une des rares pépites européennes de la tech. Ça, c'est vrai. Mine de rien. Il n'y en a pas des masses. Il y en a pas des masses et ça serait dommage qu'ils se laissent quand même doubler par Apple et consorts et Amazon.
ça c'était la première partie de ce Club de la Presse IT. On revient dans un instant. Si vous êtes à la radio, à la télé, vous ne touchez à rien. Si en revanche vous êtes en podcast ou sur YouTube, eh bien voilà, vous allez avoir la deuxième partie que vous allez pouvoir cliquer et on va parler beaucoup de VR, mais aussi d'Apple qui dérape, a des petits dérapages en ce moment, comme ça. Là, c'est un moonwalk mais raté. Ça chauffe pour Apple. Ça chauffe pour Apple, belle phrase. Pour Apple, et puis des coques aussi pas terribles. On en parle toujours avec Nicolas et Anthony dans la deuxième partie de Quoi je me mêle. À tout de suite. De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.